Bonsoir à toutes et tous, mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information. Redevabilité oblige, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadiavita s'est entretenu avec les caucus de députés de la province des Luturi en vue de faire une autopsie générale de la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie de la République démocratique du Congo. Depuis le 3 mai 2021, il importe de signaler que cette province est sous état de siège. Guy Kabombo Mwadiavita s'est montré très réceptif aux différentes requêtes de ses hôtes. C'est un reportage des Mondi Kouyala rendu par Africa Mugenda. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, s'est entretenu avec le caucus des députés de l'Ituri. Ensemble, ils ont évalué la situation sécuritaire dans cette province sous état de siège depuis le 3 mai 2021. Ces élus ressortissants de l'Ituri ont saisi l'aubaine pour saluer le travail assidu de l'état-major général qui a débouché sur la calmie observée depuis un moment. Ces députés ont également mis en relief le passage du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, le lieutenant général Chalugonza, sa récente rencontre avec l'armée ougandaise et les efforts menés dans les processus des réserves armées de la défense. Ce caucus des députés, conduit par son président Pichu Mbodina, a soumis une requête auprès du patron de la défense nationale, Maître Guy Kabombo Mwadiavita, pour l'accélération par les canaux de l'état-major général de l'opérationnalisation de la RAD, mais aussi le renfort de l'effectif des FARDC qui sont à Nyamambu pour barrer la route aux rebelles et les empêcher de faire incursion en Ituri. Les efforts qui sont menés dans le processus de la réserve armée de la défense. Ce processus prend du temps. Nous aurons bien aimé que l'état-major général puisse réactionner l'opérationnalisation du processus de la RAD. Parce que c'est un moyen aussi d'utiliser ces jeunes gens qui sont en désœuvrement, qui parfois, le risque de la difficulté de la vie, le mènent sur le chemin qui n'est pas un chemin légal. Les FARDC sont au front aujourd'hui. C'était pour nous l'occasion aussi d'encourager les forces de la défense et les forces de la sécurité qui sont en opération à Nyamamba contre les rebelles qui sont en train de chercher à pénétrer l'Ituri. Nous avons alors formulé des recommandations à ce niveau-là, où nous avons demandé au VPM de la défense de renforcer les capacités militaires pour que, voilà, qu'on puisse augmenter la puissance de feu de notre armée pour conjurer, pour barrer la route à ces rebelles qui sont en train de chercher à entrer dans notre pays pour semer du désordre. Très réceptif, le numéro 1 de la Défense nationale a promis aux élus de l'Ituri de mettre le bouchon double afin que ces recommandations puissent être suivies d'actions. Ce journal nous amène également à Addis Abeba. Nous sommes comme cela en Éthiopie où la République démocratique du Congo et l'Éthiopie ont signé une batterie d'accords bilatéraux dans plusieurs domaines de la vie. Le dit accord ont été signés par le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kaikwamba Wagner, ce mardi 6 mai avec son homologue éthiopien Gédion Timotheus à Addis Abeba, capitale de ce pays susmentionné. Cadre d'une visite officielle à Addis Abeba, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba Wagner, a signé le mardi 6 mai 2025 un accord historique de coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, aux côtés de son homologue éthiopien Gédion. Cet accord dans le domaine économique,
techniques, scientifiques et culturelles pour un bénéfice mutuel et un développement durable marque une étape majeure dans le renforcement des relations entre les deux pays qui n'avaient plus conclu un tel partenariat depuis plus de 25 ans. La ministre d'État Thérèse Kaikwamba Wagner est arrivée à Addis Abeba la veille, c'est-à-dire le lundi 5 mai 2025 pour sa première visite officielle en bilatéral. Elle a été chaleureusement accueillie à l'aéroport international d'Ebol par son homologue éthiopien, l'ambassadeur Adera Abera. Au cours de son séjour, la chef de la diplomatie congolaise prévoit une série d'échanges de haut niveau avec les autorités éthiopiennes en vue de renforcer davantage les liens entre les deux pays. Elle rencontrera également Mohamed Ali Youssouf, récemment élu à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Pour rappel, les relations entre la RDC et l'Éthiopie remontent aux années 1960. Revenons au pays pour parler de l'UDPS, la formation politique qui gouverne actuellement la République démocratique du Congo. Je citais l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi, est désormais représenté partout dans le monde. Son secrétaire général et président à l'intérim, Augustin Kabouya, a procédé à la nomination des secrétaires fédéraux extérieurs dans plusieurs pays du monde. Ces nominations ont été lues hier mardi 6 mai 2025 par le secrétaire national et porte-parole du parti au siège de cette formation politique. C'est un reportage d'Africa Mujinga et Patimbosi. D'organiser les bons fonctionnements du parti présidentiel, à savoir l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, et les positionner par rapport au contexte actuel dans lequel évolue le pays. Son secrétaire général et président ad intérim, Augustin Kabouya, a procédé à la nomination des secrétaires fédéraux extérieurs dans plusieurs pays, notamment aux États-Unis d'Amérique, en Allemagne, en Angola, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni, au Maroc et au Burundi. Les décisions y afférentes ont été lues par le secrétaire national et porte-parole de l'UDPS Tshisekedi, Clément Barouti Limbaya, le mardi 6 mai 2025. Vu le règlement intérieur de la présidence du parti, en son article 27, vu les résolutions numéro 01-UDPS-Con-Estra-23 du congrès extraordinaire du parti du 26 août 2023, notarié le 31 août 2023, considérant l'exigence de relance et de redynamisation des activités du parti dans la Fédération d'Afrique du Sud, considérant les conclusions et recommandations des assises des États généraux de fédération tenues à Kinshasa en décembre 2024, la présidence du parti entendue sur proposition du secrétaire national aux relations extérieures, vu la nécessité et l'urgence des sites et désigner représentant président du comité fédéral, M. Didier Dikamba. Article 2. Sont désignés vice-présidents du comité fédéral. Premier vice-président fédéral, M. Papi Pagna. Le secrétaire national aux relations extérieures est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Ces nominations interviennent pour redynamiser le parti, héritage du Sphinx de Limité, et pour les consolider dans le monde à travers son implantation effective. Justice à présent, le tribunal de garnison de Kinshasa-Gombe juge depuis le vendredi de la semaine dernière 3 prévenus, en l'occurrence le capitaine Laurent Kamba Moulamba, l'adjudant Jérémy Bidoulou et Esther Bambola, soldat de la 2e classe poursuivis pour viol et avortement criminel commis au centre d'instruction de Kitona au Congo central. Devant les juges, les accusés ont nié en bloc les faits leur reprochés par les ministères, allais-je dire, publics. C'est un reportage de Sylvain Kapombo Sengelé.
Lundi 5 mai 2025, les prévenus capitaine Kamba Moulumba Laurent, adjudant Bidoulou Katandoko Jérémy et soldats de 2e classe Mambola Langani Esther ont tous nié leur déclaration faite devant l'auditeur militaire des garnisons de Kitona sur l'avortement criminel et les viols retenus contre eux. La prévenue Mambola, par exemple, a soutenu qu'elle portait en 2024 dans son corps un implant pour ne pas tomber enceinte pendant 5 ans. Elle a ajouté que les lieutenants Maoula l'avaient poussée à avouer les faits sous peine d'être chassé du centre d'instruction de Kitona par les commandants. Dans la recherche de la vérité, les tribunaux militaires de garnison de Kinshasa-Gombe, présidé par le major magistrat Freddy Eoumé Ampia, a décidé de procéder à une commission rogatoire à Kitona, au Congo central. Ceci permettra au tribunal d'entrer en possession de la fiche de consultation médicale de la prévenue Mambola, de savoir si son implant a été retiré après combien de mois et d'envisager la comparution de l'officier susmentionné, a dit le président des séances. Enfin, le tribunal a annoncé qu'il va fixer une date pour répondre à la requête de mise en liberté provisoire introduite par les 3 prévenus. Leurs conseils ont brandi les dispositions de la loi selon lesquelles la détention est une exception et la liberté en est une règle. Ayant donc des adresses connues à Kinshasa, la fuite de leurs clients n'est pas à craindre, ont-ils soutenu. Cette cause a été renvoyée à 2 semaines en attendant les résultats de la commission rogatoire. Les fonds forestiers national n'est pas une structure inutile aux recettes de trésor public. Il n'est pas non plus tributaire de celui qui a indiqué les directeurs la direction générale, de cette structure dans un communiqué de presse publié ce mercredi 7 mai 2025. Commentaire Patricia Molengo. La direction générale du Fonds forestier national a tenu à faire une mise au point par rapport au contenu du média en ligne actualité.cd dans son desk éco qui, dans un article publié le 3 mai 2025, a qualifié cette structure d'inutile et a supprimé en vue du redressement de finances publiques. Le Fonds forestier national considère que ce média s'est livré à propager de contre-vérités et des mensonges, une attitude qui dénote un déficit d'information de sa part, voire l'ignorance pure et simple de cette structure étatique attachée au ministère de l'Environnement. Cela étant, il tient à rétablir la vérité en éclairant l'opinion publique sur le fait que le Fonds forestier national est institué par la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier de la République démocratique du Congo, spécialement à son article 81 et ce conformément au plan de convergence adopté par le chef d'État, membre de la Commission de forêt d'Afrique centrale, plan qui recommande à son 9e axe stratégique le développement de mécanismes de financement dans le Fonds forestier national. Et c'est dans ce contexte qu'il a été créé par décret numéro 09/24 du 21 mai 2009. Il appert donc que le Fonds forestier national réalise les missions assignées par le législateur congolais avant, pendant et après l'existence de l'initiative présidentielle Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres d'ici 2023. Le Fonds forestier national figure dans la loi de finances compte d'affectation spéciale. Il verse au trésor public sa part relative à l'excédent de gestion et partage aussi avec le même trésor via la DGRAD les recettes de l'une de ses taxes, à savoir la taxe de déboisement. Le Fonds forestier national n'est donc pas une structure inutile, a conclu la direction générale de cette structure de l'État. Tout à fait autre chose à présent en vue de solutionner différents problèmes qui rongent, sinon qui minent la ville-province de Kinshasa, sinon le pays de Lumumba tout entier. 5000 étudiants ont participé à la première édition du concours d'ingénierie et de l'architecture qui s'est clôturé le mardi dernier à l'INBTP, regroupant à cet effet les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts, de l'INBTP et de l'ISAU. Notez que ce concours a réuni plus de 40 groupes de 5 étudiants chacun et au final 10 projets ont été retenus et 3 étudiants se sont distingués mieux, ont gagné ce concours. Naomi Nyuke, reportage. 5000 étudiants ont participé à la première édition du concours d'ingénierie et d'architecture qui s'est clôturé les mardis 4 mai 2025 à l'INBTP. Ces concours a regroupé les étudiants de l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme, ISAO, de l'Académie des Beaux-Arts,
ABA et de l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP. Et des différents groupes de 5 étudiants chacun, plus de 40 formés pour la circonstance des projets seulement ont été retenus pour 3 gagnants. Les 3 groupes lauréats ont été récompensés par leur intégration dans le projet de construction de la nouvelle ville. Une formation spécialisée au Silkin Village leur sera donnée ainsi qu'une cagnotte pour soutenir leur projet. Il faut dire que ces projets ambitieux portent sur l'extension de la ville de Kinshasa, une initiative qui vise à répondre aux défis croissants de l'urbanisation de la capitale de la RDC. J'ai vu la mobilisation, je vois cette mobilisation. C'est vrai, nous avons organisé un premier concours qui va permettre une certaine participation des étudiants à ce projet dès le départ. Ceux qui vont gagner, évidemment, sont automatiquement inclus dans le projet. Leurs ouvrages seront réalisés par un des multiples partenaires qui est sur ce projet et ces étudiants seront automatiquement partie prenante sur tous les aspects dans ce projet. Mais ceux qui n'auront pas gagné ne sont pas non plus en reste. Ce sont des projets que nous allons garder et que nous allons proposer aux différents développeurs pour les cités résidentielles, les hôtels et tout le reste, et qui pourront continuer à choisir. Réconfortés par la décision du jury, les lauréats n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction. À Kinshasa, quand il y a un concours, on connaît au préalable les gagnants. Et avec mes amis, on se disait, c'est comme si on jouait au loto, alors tant mieux tenter notre chance. Et heureusement, nous sommes récompensés. Nous avons fait un projet intitulé « Portail d'entrée du mémorial des victimes des guerres », projet émouvant d'après les membres du jury. Nous avons présenté les projets du quartier écologique, d'un quartier écologique qui fait partir du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Nous sommes bien heureux de remporter ces prix. Notre projet qui nous a permis de terminer dans les podiums, bien sûr, s'intitule « La conception d'un modèle du réseau routier intégrant un échangeur hybride avec les voies d'accès rapides sur des zones bien spécifiques afin de résoudre les problèmes plutôt esquissés de la mobilité dans la ville de Kinshasa. Ces projets comptent s'étendre sur 43 000 hectares dans la commune de Maluku. La nouvelle ville ambitionne de désengorger Kinshasa. Aujourd'hui peuplée de plus de 17 millions d'habitants, le lancement officiel des travaux est attendu en juin prochain. Toujours dans ce même chapitre, le jour se succède mais se ressemble à Kinshasa après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur la mégalopole congolaise Kinshasa la semaine dernière, causant des dégâts matériels importants. Et quelques communes qui ont payé le lourd tribut continuent à souffrir. Voilà qui explique d'ailleurs la hausse du prix de transport en commun, notamment à Ngaliema et différentes têtes d'érosion qui secouent actuellement la commune de Ngaliema et celle de Selembaou et différents coins de la capitale ne sont pas épargnés, sinon ne sont pas en reste. Regardez. Les images que voici sont la conséquence de la pluie du jeudi soir jusqu'à vendredi 2 mai 2025. Ici, si les Kinois sont habitués à faire face aux bouchons de véhicules, il faut déjà dénoncer désormais les bouchons de motocyclistes pourtant réputés passe-partout. À la corniche qui conduit au nouveau quartier comme Boudi, etc., l'on a assisté au glissement de terrain jusqu'à occasionner un embouteillage monstre sur ce que l'on appelle Nzela Yamaï à Ngaliema. Plus loin, toujours dans ces périmètres, les rues de cette commune ont offert une image de tristesse. La chaussée a été détruite par la puissance des eaux de pluie et parfois, ces avenues ont vu les véhicules immobilisés et endommagés sans assistance. L'adage « Après la pluie vient le beau temps » se trouve être contredit à Kinshasa où désormais, c'est plutôt après la pluie vient le grincement de dents. La population enregistre de dégâts importants. Pire, il y a toujours mort d'homme. Les tableaux de Ngaliema est sombre, mais ce n'est qu'un cas parmi 36. Ici à Selembao, la population pointe du doigt les autorités municipales avant d'en appeler au gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Ici, nous sommes à Selembao. Cette route s'est dégradée depuis longtemps. Nous éprouvons beaucoup de difficultés pour les déplacements. Et nous demandons au gouverneur de la ville-province de Kinshasa de nous venir en aide,
face à cette situation. Nous avons fait plusieurs appels pour la réhabilitation de cette route sans succès. Et aujourd'hui, nous demandons aux autorités d'intervenir. Nous sommes ici au quartier Matadi, entre la commune de Bumbu et Selembao. Ce nid de poule a commencé très petit et aujourd'hui a rendu la route impraticable. Kinshasa avait été créée pour abriter 200 000 habitants. La mégapole enregistre à ce jour plus de 16 millions de personnes. La démographie y est donc galopante pendant que les infrastructures n'ont pas suivi. Alors, ceci relance les débats sur la nécessité de recréer la capitale de la RDC dans la commune de Maloku, qui a la capacité et les atouts requis, espace et de nombreuses autres opportunités. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.